Je travaille à l'université Paris-Descartes avec une équipe de recherche au niveau du Centre des Cordeliers et je travaille dans deux hôpitaux qui sont l'hôpital européen Georges Pompidou et l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, je vais parler des éléments de contexte et puis de la recherche sur les entrepôts de données de santé et présenter comment ces entrepôts de données vont servir de support à la recherche clinique et également au support de la décision clinique. Comment on va construire finalement des systèmes de santé apprenants, ce que les Anglais appellent des Learning Health Systems, où la recherche et le soin sont complètement intégrés. Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'hôpital européen Georges Pompidou a ouvert en 2000. C'est un hôpital de l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui est spécialisé dans les maladies cardiovasculaires, l'oncologie et les polytraumatisés et qui est très très impliqué dans le numérique depuis son ouverture puisqu'il y a un dossier patient informatisé depuis 2000 qui est un dossier informatisé complet avec la prescription médicamenteuse, les examens de laboratoire. Et grâce à cette informatisation très forte du dossier patient, nous avons pu constituer un entrepôt de données complet prenant l'ensemble des données de l'hôpital depuis 2008. Alors, cet entrepôt de données, c'est quelque chose qui va se développer au niveau de tous les hôpitaux. Dans le cadre de IMSS, dont vous avez dû entendre parler, vous savez, ce sont des niveaux de labellisation des différents systèmes d'information hospitaliers. Dans le cadre de IMSS, à partir du niveau 6 et du niveau 7, on va avoir la nécessité de développer des systèmes d'aide à la décision et des entrepôts de données. Donc nous, au niveau de l'HEGP, nous sommes au niveau 6 et à cause de la problématique de la boucle complète de la prescription médicamenteuse. Et dans ces deux niveaux, qui sont les niveaux les plus élevés dans l'adoption des systèmes d'information hospitaliers, l'entrepôt de données est nécessaire pour la labellisation. Sur l'hôpital Necker, donc comme certains d'entre vous le savent bien, l'hôpital Necker est un hôpital d'enfants au niveau de Paris. C'est également un hôpital de la PHP et qui a cette particularité de traiter beaucoup de maladies génétiques. C'est un grand centre d'expertise des maladies rares, des maladies génétiques. Et du coup, cet hôpital est associé à un institut qu'on appelle Institut Imagine, qui est un institut de recherche sur les maladies rares. Et la photo que vous voyez sur cette diapositive représente l'Institut Imagine avec au rez-de-chaussée des box de consultation où les patients donc viennent pour des consultations sur les maladies rares et tous les étages supérieurs sont des étages de laboratoire et il y a un étage qui est le premier et le premier étage qui comprend tous les travaux de recherche clinique et sur les bases de données. Donc vous voyez qu'il y a une intégration complète entre la recherche et le soin. C'est ce qu'on pourrait appeler un hôpital translationnel et c'est également ce qui va se développer à l'avenir. Donc sur la recherche sur les entrepôts de données, donc j'ai repris ce dessin d'une enfant. Alors ce que vous voyez ici, c'est une enfant qui vient en consultation chez le médecin. Premier point qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est très souriante et elle a toute sa famille qui est autour d'elle et qui est très souriante également. Donc ça, c'est la partie droite du dessin. Et sur la partie gauche, vous voyez le médecin. Donc le médecin, il est en train de saisir des informations, il est sur son dossier patient informatisé, il est en train de saisir tous les éléments qui correspondent au dossier du patient par rapport à cette visite. Ça, c'est un élément important. La charge de travail des médecins, des cliniciens pour documenter le dossier patient est très importante. Il y a une étude qui a été menée au niveau du NHS, donc du National Health Service au niveau anglais, qui montrait que 51% du temps des cliniciens était consacré à la documentation du dossier patient et donc à la saisie d'informations. Alors cette saisie d'informations, il faut qu'elle soit utile également au niveau de la recherche. Donc cette utilité, cette réutilisation des données de santé, c'est un point important. Jusqu'à présent, en France, on avait réussi à réutiliser les données de santé avec un système qu'on appelle un système opt-out, c'est-à-dire que les patients, par défaut, acceptaient qu'on réutilise leurs données pour la recherche.
et s'ils ne voulaient pas que leurs données soient réutilisées, mises dans un entrepôt de données et réutilisées pour la recherche, dans ce cas-là, ils pouvaient s'opposer, un petit peu comme on s'oppose au prélèvement pour les greffes. Donc il y avait une liste de refus qui était gérée par les hôpitaux, et dans ce cas-là, les données n'étaient pas prises en compte dans l'entrepôt de données. Avec le nouveau règlement européen, on va passer dans un système différent, un système qui va nécessiter pour les hôpitaux de montrer, de prouver qu'on ne pourra pas réidentifier les personnes quand on déclare qu'on anonymise les données, et un système qui va également imposer d'avoir un consentement explicite des patients pour pouvoir réutiliser leurs données pour la recherche. Donc aux États-Unis, ils ont un système qui existe également dans plusieurs hôpitaux et des réseaux d'hôpitaux qui sont organisés pour pouvoir faire des recherches. Et ils ont l'avantage sur l'Europe d'avoir un mécanisme qui garantit l'anonymisation avec, quand on enlève 18 éléments du dossier patient qui sont les éléments directement identifiés. Donc les États-Unis, du coup, ont pris beaucoup d'avance par rapport à d'autres pays en organisant ces grandes bases de données. Et une des premières publications, et celle qui apparaît là sur l'écran, c'est une publication de Tatonetti qui analyse des effets adverses de médicaments. Alors, elle est intéressante parce qu'elle regarde l'interaction qu'il y a entre la paroxétine et la pravastatine sur un certain nombre de bases de données. Donc la première base de données qui a été analysée, c'est la base FERS, donc qui rapporte les effets adverses des médicaments et qui est gérée par la FDA. Et ils ont constaté un signal, donc avec l'association pravastatine et paroxétine, qui montrait qu'il pouvait y avoir une apparition plus fréquente de diabète. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est qu'ils ont repris les données qui étaient présentes dans 3 hôpitaux américains. Donc, chaque hôpital avait un entrepôt de données qui est un entrepôt également I2B2, donc développé par Harvard. Donc, Paul avait dû vous présenter ça dans son topo. Cet entrepôt I2B2, il a été analysé pour regarder si on retrouvait la même chose. Donc, il recherchait l'augmentation de la glycémie sous paroxétine et pravastatine. Donc, sur cette diapo, vous voyez l'augmentation de la glycémie qui a été constatée donc à partir des dossiers patients des hôpitaux, avec une augmentation qui était significative pour les patients qui n'étaient pas diabétiques et également pour les patients diabétiques. Et ça a été un des premiers exemples qui démontrait l'intérêt d'utiliser ces grandes bases de données qui sont collectées au moment des soins, parce que ça permettait d'avoir des volumes de données qui étaient suffisants pour avoir une puissance suffisante, alors que FERS n'avait pas de puissance suffisante pour démontrer la liaison entre la prise de ces 2 médicaments et l'augmentation de la glycémie. Et cette augmentation de la glycémie, elle survenait uniquement quand les patients prenaient de la paroxétine et de la pravastatine. Elle ne survenait pas quand ils prenaient n'importe quel autre type de statine. Donc on avait une association pour ces 2 molécules précisément, et pas d'effet sur des associations de classe, et pas d'effet pour chaque médicament pris séparément. Donc ça montre l'intérêt de collecter ces grands volumes de données, de pouvoir les interconnecter pour pouvoir faire des études avec une puissance suffisante. Donc nous avons regardé également quels étaient les travaux qui avaient été faits depuis l'ouverture de cet entrepôt de données au niveau de l'HEGP. Donc on a eu 74 projets de recherche qui ont été approuvés par le comité d'éthique. Vous savez qu'il est indispensable que les travaux de recherche réutilisant les données de santé passent devant un comité d'éthique, soient approuvés par un comité d'éthique. Et c'est nécessaire également pour toutes les publications. Donc il faut obligatoirement dans tous les établissements constituer ce qu'on appelle des IRB, qui sont les comités d'éthique qui vont approuver les recherches qui sont faites sur les données de soins. Donc on a analysé les travaux qui avaient été réalisés donc avec 74 projets de recherche entre 2011 et 2015 et une augmentation importante puisqu'on a eu 25 projets de recherche en 2017. Alors le gros de la recherche sur les entrepôts de données dans les hôpitaux aujourd'hui reste du domaine de l'épidémiologie clinique. Donc rechercher un certain nombre d'associations ou d'éléments qui sont du ressort de l'épidémiologie clinique. Il y a également une grande proportion qui est relative à l'analyse des pratiques, donc tout ce qui est comparaison par rapport avec des guidelines, par exemple, de la pratique clinique. Et 5% des travaux sont relatifs en support à la recherche clinique, essentiellement pour des études de faisabilité.
et un grand nombre d'autres projets qui sont également en cours. Donc là, ensuite, il y a une liste de publications qui apparaît, que vous pourrez regarder. On va peut-être pas le détailler. Moi, je vais vous parler essentiellement de toutes les études FIWAS qui ont été réalisées, et donc pour vous montrer l'intérêt de ces entrepôts de données dans le phénotypage au débit. Donc, un petit mot d'abord sur tout ce qui est épidémiologie clinique et analyse des pratiques. Nous avons une grande base de données à l'HEGP qui porte sur l'hypertension. L'HEGP est un centre de référence pour l'hypertension, en particulier donc tous les patients qui sont avec une hypertension résistante sont adressés à l'HEGP pour avoir un avis et revoir la thérapeutique. Et donc, il y a une collection de données qui est très très ancienne, qui est de très très bonne qualité. Et les cliniciens se sont interrogés sur les pratiques. Est-ce qu'on suit les guidelines et comment est-ce qu'on traite vraiment les patients et quelle est la prise en charge de ces patients? Donc, nous avons regardé l'entrepôt de données sur la première consultation qui est faite à ces patients. Donc, il y avait plus de 17 000 patients qui étaient concernés. Donc, ça fait une cohorte qui est importante. Et de façon surprenante, et sans que les gens au départ aient envisagé ce problème, on a constaté qu'il y avait un effet genre dans la prise en charge de l'hypertension. Et nous avons constaté que les femmes ont plus souvent que les hommes des prescriptions en particulier de diurétiques et de bêta-bloquants que les hommes, et qu'il n'y avait pas de différence finalement sur l'issue en termes de qualité de la diminution de la tension. Donc il n'y a pas de bénéfice sur le contrôle de la tension en fonction des traitements qui soient plutôt de type masculin ou de type féminin. Mais en tout cas, il y avait des différences significatives en prenant en compte tous les autres facteurs qui pouvaient intervenir sur les choix des molécules qui sont données aux patients. On a découvert un effet genre dans notre base d'hypertension. Par ailleurs, donc un des points importants, et pour pouvoir mener des études de type FIWAS, nous allons devoir intégrer à la fois des données cliniques et des données génomiques. Alors, il y a un certain nombre d'entrepôts de données qui sont dédiés à ça. En particulier, il y a l'entrepôt Transmart qui permet d'intégrer plusieurs types de données. Et nous avons fait une revue systématique donc, de toutes les solutions qui étaient possibles, qui étaient open source et qui pouvaient être installées. Donc c'est un travail qui a été fait d'ailleurs aussi avec Paul Avilac et qui nous a incité à utiliser l'entrepôt Transmart. Alors du coup, pour intégrer l'ensemble de ces données, je vais vous montrer. Donc nous avons construit toute une infrastructure. Alors cette infrastructure, elle est assez complexe. Ce que vous voyez dans la partie basse de la diapositive, ce sont toutes les sources de données. Vous voyez qu'il y a à la fois l'essai clinique, il y a à la fois donc, les données qui sont relatives aux soins du patient, il y a les données de biobanking, on va associer toutes ces informations qu'on collecte en routine chez les patients ou en essai clinique avec des données de biobanking, donc tout ce qui est collection d'échantillons et annotation des échantillons. Donc ça, c'est la partie basse que vous avez sur cette figure. Sur la partie intermédiaire, c'est tout le travail qu'on fait sur l'intégration des données, parce qu'il y a des données qui vont arriver de la recherche, il y a des données qui vont arriver de la recherche clinique, donc des unités de recherche clinique sur des projets particuliers, et il y a des données qui arrivent du soin. Et l'objectif, c'est de collecter l'ensemble de ces informations et de pouvoir gérer, bien entendu, par projet, l'ensemble de ces informations. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des données qui sont de très haute dimension, en particulier les données génomiques, les données d'imagerie qu'on peut intégrer également. Il y a des données qui sont de plus basse dimension, qui sont des données cliniques et qui en fait ne sont pas du big data, ça ne fait pas partie du big data tel qu'on le considère pour un informaticien. Après, sur la couche supérieure, vous avez tous les moyens d'accès à ces informations et les moyens d'analyse de ces informations qui vont permettre d'avoir des pipelines d'analyse qu'on va gérer avec des outils de type Galaxy, bien entendu des outils d'analyse classiques en statistique avec R, et également des entrepôts de données spécifiques, des datamarts qui vont pouvoir être constitués sous I2B2, donc avec ce format particulier de l'entrepôt de données I2B2 qui permet de gérer tout type de données. Donc ces outils, ils sont particulièrement importants pour pouvoir faire des études d'association entre les génotypes et les phénotypes.
Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissez parfaitement bien toutes les études GWAS. Donc, ce qu'on fait dans les études GWAS, c'est qu'on regarde des patients qui ont un phénotype particulier et des patients qui ne présentent pas ce phénotype. Et on va screener tous les gènes qui peuvent être impliqués dans cette différence de phénotype entre les patients. Dans les études FIWAS, on fait l'inverse. On va prendre des patients qui ont une mutation identifiée et des patients qui n'ont pas cette mutation. Et on va regarder quels sont tous les phénotypes qui sont associés à cette mutation et les associations de phénotypes entre eux. Donc FIWAS pour Phenome-Wide Association Studies, ça a été décrit tout d'abord en 2010 et puis développé ensuite largement pour regarder quels étaient tous les phénotypes associés aux mutations. Donc ça montre la montée en charge de l'utilisation des données patients dans les études GWAS. Au départ, les études GWAS étaient faites par des équipes qui recueillaient des données phénotypiques à la demande, c'est le phénotypage à la demande, donc l'annotation simplement des données génotypiques. Aujourd'hui, les études, elles ont tendance à associer tous les phénotypes avec tous les génotypes de façon à avoir des informations beaucoup plus larges. Et donc on voit dans la littérature cette croissance dans l'utilisation des données génotypiques et phénotypiques du dossier patient. Sur la diapo suivante, je vais vous présenter la première étude de FIWAS qui a été faite en pharmacogénomique. C'est une étude qui a été faite dans notre équipe et qui visait à regarder quels étaient les phénotypes associés à une mutation qui avait un effet sur l'enzyme TPMT. Donc TPMT, c'est une enzyme qui va métaboliser un médicament qu'on appelle la thiopurine. Donc la thiopurine, c'est un médicament qui est donné en particulier pour la maladie de Crohn et qui donc vise à diminuer les signes de cette maladie et vise à réduire l'activité inflammatoire dans cette maladie. Donc on avait déjà un certain nombre de publications chez les patients qui avaient une activité TPMT normale, intermédiaire ou basse. Donc ça, on avait déjà une bonne connaissance du métabolisme chez ces patients-là. Nous, ce qu'on regardait, c'était les patients qui avaient une activité TPMT très élevée. Et donc sur ces patients, on n'avait pas de littérature, ce sont des patients qui ont une mutation particulière, et on avait regardé quels étaient les phénotypes associés à cette mutation particulière. Et ce qu'on constate, donc dans les données PMSI, donc les codes SIM10, on constate qu'il y a une association forte entre cette mutation, le diabète, le code de diabète et le code d'anémie. On retrouve la même association quand on regarde les examens de laboratoire, donc on retrouve l'association avec une anémie et une hyperglycémie. Donc les premier résultat, c'est que l'intérêt de collecter et d'intégrer dans un entrepôt toutes ces données va nous permettre de confirmer des hypothèses qu'on va trouver sur un type de données. On trouve une association sur les données SIM, on la confirme sur les données de laboratoire. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est que cette étude, eh bien, elle nous a permis de modifier la prise en charge des patients qui avaient une activité enzymatique élevée. Et pour ces patients qui ont une activité enzymatique élevée, eh bien, on a l'apparition de complications qui sont les complications des corticoïdes, donc avec une hyperglycémie, parce que le traitement en parthiopurine ne marche pas, les doses ne sont pas suffisantes, et ils ont une anémie parce que leur maladie de Crohn continue à évoluer. Donc on ne traitait pas bien jusqu'à présent ces patients-là, on ne leur donnait pas une dose de thiopurine assez forte, et donc ça nous a permis de reconsidérer les traitements chez ces patients et d'avoir un retour comme ça vers le soin. Un autre élément, c'est que intégrer les données, c'est pas simplement intégrer des données structurées, c'est aussi intégrer des données qui sont des données textuelles. Et on a montré que 81% de l'information est présente dans les textes uniquement, donc dans les comptes rendus qui sont réalisés par les médecins, c'est la partie rouge que vous voyez ici. L'étude a été faite sur la maladie cœliaque, mais elle peut être reportée sur d'autres. Donc, vu l'importance qu'il y avait à analyser les données textuelles, nous avons développé tout un pipeline qui permet d'extraire les concepts des textes en prenant en compte à la fois la négation, le fait qu'on va recueillir par exemple des antécédents familiaux et qu'on ne va pas prendre en compte ces antécédents familiaux de la même façon que les pathologies présentées par le patient. Et donc vous voyez ici un des exemples qui vous permet de voir ce qui est associé à la mutation de MECP2. Vous voyez que c'est le syndrome de Rett qu'on voit apparaître dans
sur cet écran que le MECP2 va être associé à des crises d'épilepsie, à une ostéoporose, à une hypotonie, à une scoliose, etc., une encéphalopathie. On va voir tous les phénotypes qui sont associés à cette mutation. Et ça va nous servir ensuite à faire des études d'association. Je voulais vous parler également de l'intérêt qu'il y a à utiliser ces données en support de la recherche clinique. Donc, il y a eu un projet de recherche qui s'appelle EHR4CR, qui veut dire donc Electronic Health Record for Clinical Research, qui visait à mettre en place des plateformes dans les hôpitaux qui allaient connecter les critères d'inclusion et d'exclusion des protocoles de recherche clinique avec les dossiers patients. Donc ce mapping entre les critères d'inclusion et d'exclusion et le dossier patient, c'est un mapping qui va permettre de faire des études de faisabilité, de voir quels sont les hôpitaux qui vont pouvoir participer à tel type d'essais cliniques, de pouvoir recruter plus facilement et plus rapidement des patients dans les essais cliniques, de pouvoir également connecter les données d'essais cliniques avec les données du patient, enfin, de manière générale, et de pouvoir faire un suivi des effets adverses des médicaments, donc dans le cadre de la pharmacovigilance. Ce projet EHR4CR, il a présenté un intérêt majeur pour l'industrie pharmaceutique, à tel point qu'on est sur une plateforme qui est aujourd'hui non pas une plateforme de recherche, mais une plateforme qui est implémentée par l'industrie pharmaceutique. Dans le cadre du programme Champion, ces méthodes sont testées et implémentées dans les hôpitaux avec l'industrie pharmaceutique et vont permettre d'accélérer l'inclusion dans les essais. Un autre point, c'est que dans les essais cliniques, on va avoir une analyse qui va être faite à un moment donné et ensuite on n'a pas le suivi des patients. Par contre, si on connecte les données de recherche clinique avec les données de soins, eh bien on va pouvoir suivre les patients pendant une durée beaucoup plus longue. Et c'est ce que vous voyez ici sur un essai clinique. Donc on a une différence significative entre les deux populations. Et donc on a regardé si sur ces patients, quand on les suivait au-delà de l'essai clinique, la différence se poursuivait ou pas. Et donc on a confirmé, en l'occurrence, la différence entre les deux sous-populations. Alors, dans ce que je vous ai montré sur l'intégration de toutes ces données, je vous ai indiqué l'importance d'intégrer également tout ce qui est biobanque, tout ce qui est lien avec les échantillons. Sur le plan économique, il y a une étude qui a été faite donc, par les Américains à Vanderbilt qui a montré de façon claire que quand on intégrait des données patients avec des données de biobanque et qu'on réalisait des essais cliniques, eh bien on gagnait de façon significative à la fois sur les coûts des essais cliniques, mais aussi sur la durée des essais cliniques et qu'on pouvait intégrer de façon beaucoup plus rapide des patients dans les essais. Donc avec des bénéfices très très nets sur le fait de pouvoir inclure des patients. Alors ça, je vois que le temps passe, mais je vais quand même vous parler de ce travail. Il me semble particulièrement important, il me semble un élément de réflexion générale sur la recherche clinique. Ça, c'est un travail qui a été fait par Guido Kremer. Alors, Guido Kremer, c'est le pape de l'apoptose, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la mort cellulaire et qui recherche l'effet d'un grand nombre de médicaments sur la mort cellulaire. Il a montré en laboratoire, donc sur des cellules dans un premier temps, que la digitaline avait un effet sur la mort cellulaire et il a confirmé sur un modèle animal, donc sur la souris. Et la troisième phase de son travail a consisté à aller regarder dans un entrepôt de données, donc sur des données rétrospectives, des patients atteints de cancer. Là, en l'occurrence, sur le schéma, ce sont des patients atteints de cancer ORL, et de regarder s'il y avait une différence significative de survie chez les patients qui prenaient de la digitaline avec ce cancer et par rapport aux patients qui ne prenaient pas de digitaline et qui avaient le même type de cancer. Et il montrait une différence significative entre les deux. Et ces éléments sont des éléments importants pour l'avenir parce que c'est ce qu'on appelle le drug repurposing, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher des nouvelles indications pour des médicaments qui existent. Et obligatoirement, cette recherche de nouvelles indications pour des médicaments qui existent va passer par les entrepôts de données. Un autre point, c'est que par rapport aux essais cliniques, eh bien, on montre un certain nombre, je vais passer directement à la diapositive suivante, on montre des effets secondaires dans les essais cliniques
Et l'idée, c'est de voir si ces mêmes effets secondaires vont être retrouvés dans la population générale ensuite. On a pour habitude de sélectionner des populations dans les essais cliniques, et donc on va repérer un certain nombre d'effets secondaires, on va regarder si on les retrouve dans la population générale. Ça, c'est un travail qui a été fait non pas sur les entrepôts de données cliniques des hôpitaux, mais sur l'entrepôt de données de l'assurance maladie en France. Et là, c'est l'équipe donc de Bordeaux qui a regardé sur certains essais cliniques, portant en particulier à nouveau sur une statine et puis sur d'autres médicaments que vous avez ici, si on retrouvait les mêmes populations et les mêmes effets secondaires. Alors si on regarde sur l'histogramme du bas, eh bien vous voyez que les patients qui étaient inclus dans les essais étaient des patients relativement jeunes. C'est la partie donc noire de l'histogramme. Et vous voyez que les patients à qui on va donner les médicaments dans la vie réelle sont des patients qui sont beaucoup plus âgés de façon générale et qui vont avoir beaucoup plus d'effets secondaires. Donc ça nous permet également de reconsidérer les résultats des essais cliniques à la lumière des données de la vie réelle. Dans le cadre du soin, donc un petit mot sur comment est-ce qu'on revient aux soins de façon générale. Alors le premier point, c'est qu'effectivement, la recherche va nous permettre de retrouver un certain nombre de sous-populations qui vont pouvoir bénéficier, par exemple, de doses de thiopurine différentes, enfin de traitements qui vont être différents. Mais directement dans le cadre du soin, on peut également utiliser les entrepôts de données. Un exemple, première publication, elle est en 2011, c'est une équipe de Stanford. Ils accueillent une jeune fille qui présente un lupus, qui a un syndrome néphrotique important et qui a un risque thromboembolique important. Il n'y a pas de guidelines, pas de recommandations qui permettent de décider s'il faut la mettre sous anticoagulant ou pas. Il n'y a pas d'éléments dans la littérature qui permettent de guider la décision médicale et les pédiatres, les experts entre eux, ne sont pas d'accord. Ils ont choisi une solution alternative. Ils ont regardé dans l'entrepôt de données de Stanford quels étaient les patients qui avaient les mêmes types de signes cliniques que la patiente qui était admise à l'hôpital. Ils ont regardé quelles étaient les décisions qui avaient été prises et quel a été le devenir de ces patients. Le résultat, c'est qu'ils ont conclu qu'il fallait mettre la petite fille sous anticoagulant. Ils l'ont traitée, la petite fille était en bonne santé et ils ont conclu que ça allait devenir une pratique assez habituelle dans des cas cliniques assez rares et qu'on allait guider finalement la décision médicale à partir de l'ensemble des cas qui avaient été répertoriés et qui étaient à disposition dans les entrepôts de données. Ça, je pense que c'est un point important parce que une partie de la décision médicale, en partie dans les maladies rares, va être associée aux capacités qu'on a de retrouver des cas similaires et de prendre la décision avec les cas similaires. Donc nous avons considéré que plutôt que de faire des requêtes booléennes standards sur un entrepôt de données, il fallait développer des méthodes de calcul de similarité entre patients, en particulier dans le cadre des maladies rares, et c'est ce qu'on a essentiellement à l'hôpital Necker aujourd'hui. Et donc, nous avons développé un système qui est basé aujourd'hui sur les vector space models. Donc, on prend la totalité du dossier patient et on va extraire tous les concepts qui sont inclus dans le dossier patient, que ce soit dans les textes ou dans les données structurées. Donc, ça va nous donner une matrice de concepts pour tous les patients. Et donc, à partir de cette matrice, on va calculer un vecteur de similarité entre les patients, donc basé sur le vector space model avec une pondération sur les différents éléments, et qui va nous permettre donc de repérer les cas similaires et d'identifier donc les diagnostics qui ont été portés ou les traitements qui ont été choisis et le devenir de ces patients. Donc ce système, il est basé sur les vector space models. Il doit bien entendu être amélioré puisque le vector space model part du principe que les variables sont indépendantes, ne prend pas en compte la temporalité et prend mal en compte les données quantitatives. Et donc nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur des modèles de similarité qui soient utilisables directement pour les patients. Vous voyez que là, sur cette diapositive, c'est un test qui a été fait donc avec des patients et on retrouve bien sur des patients similaires le syndrome de Love, qui est le diagnostic qui a été effectivement le diagnostic final du patient considéré. Et ça montre l'intérêt pour l'aide au diagnostic et pour l'aide à la thérapeutique. Ça nous a
inciter à le faire de façon très très systématique, en particulier pour les maladies rares, et de pouvoir rechercher des cas similaires à la fois pour le soin et pour la recherche. Ici, et je vais terminer là-dessus, c'est un projet sur les ciliopathies. Alors le cil, vous savez que c'est un composant cellulaire qui est ubiquitaire. Toutes les cellules ont des cils, que ce soit des cils immobiles ou des cils mobiles. Donc les mutations qui vont atteindre le cil sont des mutations qui vont affecter l'ensemble des organes du corps humain, donc les phénotypes qui vont être associés à des mutations sur les fonctionnements de ce cil vont être des phénotypes qui vont pouvoir toucher n'importe quel type d'organe, avec une insuffisance rénale par exemple, des maladies de la rétine, enfin des maladies diverses. Donc les ciliopathies, elles se caractérisent par un spectre de phénotypique extrêmement important. Elles se caractérisent aussi par un spectre génotypique extrêmement important. Il y a beaucoup de mutations qui affectent le fonctionnement du cil. On ne connaît pas toutes ces mutations et on sait que certains patients qui sont mutés vont avoir une maladie beaucoup plus légère, et donc on sait qu'il y a certains gènes qui vont également diminuer la gravité de la maladie. Alors une grande partie de ces patients vont se retrouver enfants en insuffisance rénale terminale et vont devoir être transplantés. Et on sait par ailleurs que chez les patients qui arrivent en insuffisance rénale terminale, 25% des patients ne sont pas diagnostiqués, n'ont pas de diagnostic causal identifié. Et donc on pense que parmi ces patients, il y a un certain nombre de personnes qui sont atteintes de ciliopathie. Et donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer toutes les données de génotype et de phénotype pour des patients qui ont des insuffisances rénales, qui ont des maladies qui sont des maladies qui ressemblent au spectre des ciliopathies, et de pouvoir analyser toutes ces données entre elles pour pouvoir faire proposer un certain nombre d'outils. Donc des outils d'aide au diagnostic, et en particulier un outil qui va regarder dans les grandes bases de données les patients similaires pour que ces patients puissent être testés. Et si on découvre une mutation, ce qui peut générer donc des anomalies du cil, eh bien ces patients-là vont être inclus dans la cohorte et vont pouvoir, si on arrive à trouver un traitement, bénéficier du traitement pour eux et pour leur famille. Donc ces recherches de patients similaires, eh bien, elles vont être utiles pour la recherche, pour augmenter la cohorte de patients qui vont pouvoir être inclus dans cette étude clinique. Et ça va être utile également à terme sur des systèmes d'aide au diagnostic qui peuvent être plugués, qui peuvent être intégrés dans les systèmes d'information de divers hôpitaux dans le monde, et qui vont pouvoir donner une alerte aux cliniciens en indiquant bien ce patient il a un profil similaire aux autres patients atteints de ciliopathie, testez-le donc et regardez donc s'il peut bénéficier du traitement et s'il peut bénéficier d'une prise en charge particulière. Donc cette intégration, cette recherche de patients similaires, je crois que c'est vraiment un élément important. C'est quelque chose qui va nous permettre de changer la vie, en particulier des patients atteints de ciliopathie, puisque jusqu'à présent, on a un certain nombre de patients qui sont identifiés, mais d'autres qui ne sont pas identifiés. On ne sait pas à quel moment des patients vont passer sur une insuffisance rénale terminale. On n'a pas de traitement bien identifié à leur proposer. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver des traitements à partir des pathways, donc des voies métaboliques qui sont impliquées dans les ciliopathies de façon générale, en regardant des similarités également entre les voies métaboliques, en incluant plus de patients dans ce type d'études et en regardant donc quels sont les patients similaires qui vont pouvoir bénéficier du traitement au fur et à mesure que les connaissances s'améliorent sur ce type de pathologie. C'est juste un exemple, cet exemple des ciliopathies, mais nous sommes actuellement en train de reconsidérer un grand nombre de pathologies, et les outils informatiques d'aide à la décision, d'intelligence artificielle, de recherche de patients similaires qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau du soin sont vraiment des éléments importants et sont extrêmement reliés au développement des entrepôts de données en général. Donc voilà, je voulais terminer sur quelque chose qui montre les liens entre la recherche et puis le soin, en montrant bien que ces éléments-là, c'est vraiment une boucle vertueuse, c'est-à-dire que les données de soins vont alimenter les travaux de recherche, et la recherche repart sur le soin très très rapidement, puisque dès l'utilisation d'un entrepôt de données, comme ils l'ont fait à Stanford, on va pouvoir utiliser les données pour rechercher les patients similaires et prendre des décisions médicales. Ça, je pense que c'est vraiment un changement important
de paradigme pour la prise en charge des patients, c'est l'utilisation des entrepôts de données au quotidien quand le patient arrive à l'hôpital. Donc voilà, je vais m'arrêter là.